Il existe un moment précis dans la vie de certaines personnes où quelque chose change. Ce n'est pas un événement extérieur. Ce n'est pas une rencontre, ni une catastrophe, ni une réussite spectaculaire. C'est un instant silencieux, presque imperceptible, où une voix intérieure que l'on a longtemps ignorée commence à parler plus fort que tout le reste. Et cette voix ne demande pas ce que vous avez accompli. Elle ne s'intéresse pas à votre statut, à votre compte en banque, ni à l'image que vous projetez sur les réseaux sociaux. Elle pose une question infiniment plus dérangeante, infiniment plus profonde. Est-ce que tu vis vraiment ta vie, ou es-tu en train de jouer un rôle que d'autres ont écrit pour toi? Si vous regardez cette vidéo en ce moment, peut-être que quelque chose en vous reconnaît cette question. Peut-être avez-vous l'impression, depuis quelques mois ou même quelques années, que vous portez un masque si souvent, si naturellement, que vous avez presque oublié le visage qui se trouve en dessous. Peut-être traversez-vous des journées entières où tout semble correct en apparence, où vous dites les bonnes choses, où vous faites ce qu'on attend de vous, mais où, le soir, allongé dans le silence, vous ressentez une sorte d'étrangeté vis-à-vis de vous-même, comme si vous étiez un visiteur dans votre propre existence. Carl Gustav Jung, ce médecin psychiatre suisse dont la pensée a bouleversé la façon dont nous comprenons l'être humain au XXe siècle, a passé une vie entière à explorer cette sensation. Non pas comme une pathologie à corriger, mais comme un signal, un appel, une invitation que l'âme adresse à la conscience quand le moment est venu de descendre dans les profondeurs et de rencontrer ce que l'on a toujours refusé de regarder. Ce que Jung a découvert à travers des milliers d'heures passées avec ses patients, à travers ses propres rêves, ses propres crises intérieures et ses voyages dans les mythologies du monde entier, c'est que l'être humain n'est pas ce qu'il croit être. Il est infiniment plus vaste, infiniment plus complexe et infiniment plus capable de transformation que ce que la surface de sa vie quotidienne laisse paraître. Le titre de cette vidéo vous a peut-être intrigué, peut-être même un peu secoué. Élu, Dieu a dit « Regarde ceci seul, tout de suite, avant qu'il ne soit trop tard ». Ces mots ne sont pas là pour vous séduire par une promesse mystique ou religieuse au sens dogmatique du terme. Ils sont là pour éveiller quelque chose de bien plus précis. La conscience que vous vivez peut-être en ce moment, l'un de ces carrefours intérieurs que Jung appelait des moments de crise psychique essentiels. Ces instants où l'inconscient, cette partie immense de vous-même que vous ne contrôlez pas consciemment, cherche à se faire entendre par tous les moyens à sa disposition. Par les rêves, par les répétitions douloureuses, par les angoisses inexpliquées, par cette fatigue profonde qui n'est pas physique mais existentielle, et parfois par des synchronicités étranges, des coïncidences qui semblent trop significatives pour être purement accidentelles. Jung pensait que derrière ces phénomènes se cache une logique psychologique d'une cohérence remarquable. L'inconscient ne cherche pas à vous détruire, il cherche à vous compléter. Il cherche à vous conduire vers ce que Jung appelait le soi, ce centre profond de la personnalité qui n'est pas l'ego, pas le personnage social que vous avez construit pour survivre dans le monde, mais quelque chose de plus fondamental, de plus authentique, de plus entier. Et ce voyage vers le soi, Jung l'a nommé le processus d'individuation. C'est peut-être le voyage le plus difficile qu'un être humain puisse entreprendre, et c'est précisément celui dont nous allons parler aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi tant de gens traversent des crises intérieures sans jamais vraiment comprendre ce qui leur arrive, il faut d'abord comprendre la structure de la psyché telle que Jung la concevait. Imaginez un immense lac de montagne dont la surface est claire, réfléchissante, visible de tous. Cette surface, c'est la conscience, c'est-à-dire tout ce que vous savez de vous-même, vos pensées conscientes, vos intentions déclarées, les traits de caractère que vous reconnaissez volontiers. Mais,
Sous cette surface lisse se trouvent des profondeurs que vous n'avez jamais explorées, des eaux sombres et froides où vivent des créatures que vous n'avez jamais vues. Ces profondeurs constituent l'inconscient, et elles occupent, selon Jung, une place infiniment plus grande dans votre vie psychique que la mince couche de surface que vous appelez votre moi. L'inconscient personnel contient tout ce que vous avez vécu et refoulé, tout ce que vous n'avez jamais eu le droit ou le courage d'exprimer, toutes les émotions que vous avez enfouies parce qu'elles étaient trop dangereuses, trop honteuses, trop douloureuses. Mais l'inconscient collectif, cette découverte qui fait de Jung un penseur absolument unique dans l'histoire de la psychologie, va bien au-delà de votre histoire personnelle. Il s'agit d'un fond psychique partagé par toute l'humanité, une sorte de mémoire universelle gravée non pas dans les gènes mais dans la structure même de la psyché humaine. Et dans cet inconscient collectif vivent les archétypes, des formes, des patrons, des images primordiales qui ont façonné les mythes, les religions, les contes et les rêves de tous les peuples de la Terre depuis l'aube de l'histoire. Pourquoi cette idée est-elle si importante pour comprendre votre propre vie ? Parce qu'elle signifie que lorsque vous rêvez d'une forêt obscure, d'un vieillard sage, d'une figure féminine mystérieuse ou d'un monstre qui vous poursuit, vous n'êtes pas simplement en train de digérer votre journée. Vous êtes en train de dialoguer avec des couches de signification qui dépassent votre expérience personnelle et qui plongent leurs racines dans quelque chose de beaucoup plus ancien et de beaucoup plus profond. Les archétypes ne sont pas des concepts abstraits. Ils sont des forces vivantes dans la psyché. Et quand l'un d'eux s'active, vous le ressentez. Vous le ressentez dans l'intensité d'une émotion qui vous dépasse. Vous le ressentez dans la puissance d'une attraction inexplicable. Vous le ressentez dans la terreur irrationnelle qui vous saisit parfois face à quelque chose qui ne devrait pourtant pas vous faire peur. Je voudrais marquer une pause ici et vous poser une question sincère. Y a-t-il dans votre vie une situation qui se répète, une relation qui reproduit toujours le même schéma douloureux, une peur récurrente que vous ne parvenez pas à surmonter, un sentiment que vous êtes condamné à rejouer inlassablement le même scénario ? Jung estimait que ce type de répétition n'est jamais une simple malchance. C'est l'inconscient qui frappe à la porte, qui essaie de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore regardé en face. Si cela résonne en vous, si vous reconnaissez cette sensation de tourner en rond dans votre propre vie malgré tous vos efforts, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à me connaître vraiment ». Ce geste simple peut être le premier pas d'une transformation intérieure que vous n'imaginez pas encore, et il peut aussi encourager quelqu'un d'autre, quelqu'un qui regarde cette vidéo en se sentant seul dans ce qu'il vit, à faire le même pas. Revenons maintenant à ce que Jung appelait la persona. Ce mot latin, qui désignait le masque que portaient les acteurs de théâtre dans l'Antiquité, Jung l'a utilisé pour décrire quelque chose que nous connaissons tous intimement sans toujours l'identifier. La persona, c'est le personnage que vous jouez dans le monde. C'est votre façon de vous habiller, de parler, de vous comporter selon les contextes. C'est le professionnel compétent que vous incarnez au bureau, le parent patient que vous essayez d'être à la maison, l'ami agréable que vous projetez dans vos relations sociales. La persona n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, elle est nécessaire. Elle permet la vie en société. Elle est une forme d'adaptation intelligente au monde extérieur. Le problème survient lorsque vous commencez à vous identifier entièrement à votre persona, lorsque le masque devient le visage, lorsque vous ne savez plus très bien qui vous êtes en dehors des rôles que vous jouez, lorsque l'image que vous projetez absorbe toute votre énergie psychique au point qu'il ne reste plus rien pour le développement intérieur authentique. Beaucoup de gens vivent exactement ainsi pendant des décennies entières.
Ils construisent avec soin et diligence une identité sociale impeccable, une carrière brillante, une famille apparemment harmonieuse, une réputation irréprochable, et puis un jour, souvent vers la quarantaine, mais parfois bien plus tôt ou bien plus tard, quelque chose s'effondre. Une crise conjugale, un licenciement, une maladie, une perte. Et cet effondrement révèle brutalement que derrière la persona, il n'y avait pas grand-chose de construit, que l'édifice intérieur n'avait pas été entretenu parce que toute l'énergie allait vers l'extérieur. Jung voyait dans ces crises de mi-vie non pas des catastrophes à éviter, mais des invitations profondes à se retourner vers l'intérieur. Il pensait que la première moitié de la vie est naturellement consacrée à la construction. Construire une identité, une famille, une position dans le monde, un moi capable de fonctionner dans la réalité sociale. Mais la seconde moitié de la vie, si elle est vécue consciemment, doit être consacrée à quelque chose de tout à fait différent, non plus construire mais découvrir, non plus s'adapter au monde mais se réconcilier avec soi-même, non plus fuir les profondeurs, mais y descendre courageusement. Et dans ces profondeurs, ce qui vous attend en premier n'est pas la lumière. Ce qui vous attend en premier, c'est l'ombre. La sombra, comme Jung l'appelait parfois en empruntant le terme à d'autres langues, est probablement le concept le plus inconfortable et le plus libérateur de toute la psychologie analytique. L'ombre, c'est tout ce que vous refusez d'être, tout ce que vous avez banni de votre conscience, parce que cela ne correspondait pas à l'image que vous vouliez avoir de vous-même ou que les autres attendaient de vous. Peut-être avez-vous refoulé votre colère parce qu'on vous a enseigné qu'être en colère était mal. Peut-être avez-vous enterré vos ambitions parce qu'on vous a dit que désirer trop était prétentieux. Peut-être avez-vous étouffé votre besoin de solitude parce que la société valorise l'extraversion. Peut-être avez-vous caché votre vulnérabilité parce que montrer ses faiblesses semblait dangereux. Tout ce que vous avez refoulé ne disparaît pas. Il ne s'évapore pas dans le néant. Il s'accumule dans l'ombre, cette partie de vous-même que vous ne voyez pas, mais que les autres voient parfois très clairement. L'ombre se manifeste de façon très concrète dans la vie quotidienne. Elle apparaît dans vos réactions disproportionnées face à certaines personnes, quand quelqu'un vous irrite profondément sans raison apparente. Elle apparaît dans vos projections quand vous attribuez aux autres des défauts que vous refusez de reconnaître en vous. Elle apparaît dans vos rêves sous des formes inquiétantes, des personnages menaçants, des poursuites nocturnes, des situations d'humiliation ou de trahison. Elle apparaît dans vos compulsions les plus honteuses, ces comportements que vous regrettez le lendemain et que vous jurez de ne plus jamais répéter. Jung ne proposait pas de combattre l'ombre ni de l'éliminer. Il proposait quelque chose de bien plus subtil et de bien plus exigeant, l'intégrer, reconnaître en soi ce qu'on a refoulé, lui faire de la place. Non pas pour se laisser envahir par ses aspects les plus sombres, mais pour les comprendre, les humaniser, les transformer en source d'énergie et de connaissance de soi. Parce que l'ombre contient aussi des trésors, elle contient des parts de vous-même qui n'ont jamais eu la permission d'exister. Une créativité sauvage, une sensualité libre, une authenticité brute, une force vitale qui attend d'être reconnue. Intégrer son ombre, c'est devenir plus complet. C'est cesser de dépenser une énergie folle à maintenir une image irréprochable et commencer à vivre avec beaucoup plus de liberté intérieure. Ce travail avec l'ombre est intimement lié à un autre phénomène psychologique que Jung a étudié avec une grande minutie, les projections. Une projection se produit lorsque vous attribuez à quelqu'un d'autre une qualité ou un défaut qui vous appartient en réalité, mais que vous n'avez pas encore reconnu en vous-même. Vous vous retrouvez fasciné par quelqu'un que vous percevez comme extraordinairement libre et audacieux. Peut-être que cette liberté, cette audace, est précisément ce que vous avez refoulé en vous.
Vous vous retrouvez profondément agacé par quelqu'un que vous considérez comme arrogant et superficiel. Peut-être que cet agacement dissimule une vérité inconfortable sur vous-même que vous n'êtes pas encore prêt à regarder en face. Les projections sont omniprésentes dans les relations amoureuses. Quand vous tombez éperdument amoureux de quelqu'un au premier regard, qu'une présence vous semble magiquement parfaite et complémentaire, Jung aurait demandé « Qu'est-ce que vous projetez sur cet être ? Quelle partie de vous-même, non vécue et non intégrée, ce visage semble-t-il incarner pour vous ? Ce n'est pas dire que l'amour n'est qu'une illusion, c'est comprendre que l'amour est aussi un miroir et que ce qui vous attire chez l'autre peut vous révéler ce que vous cherchez encore à découvrir en vous-même. » Et Jung allait plus loin encore. Il introduisait ici les figures de l'anima et de l'animus, ces archétypes du féminin dans la psyché masculine et du masculin dans la psyché féminine, deux présences intérieures qui jouent un rôle capital dans la façon dont nous nous rapportons à l'autre sexe, dont nous rêvons, dont nous créons, dont nous tombons amoureux et dont nous souffrons dans nos relations. L'anima, dans la psyché d'un homme, est bien plus qu'une simple image de la femme idéale. Elle est la personnification de tout le féminin que l'inconscient masculin recèle. La sensibilité, l'intuition, la capacité de s'émouvoir, la relation à l'image et au symbole, la faculté d'être traversé par l'émotion sans se perdre. Un homme qui n'a pas établi de relation consciente avec son anima projette souvent cette figure sur les femmes qu'il rencontre, attendant d'elles qu'elles portent pour lui tout ce qu'il est incapable de porter en lui-même. De la même façon, l'animus dans la psyché féminine représente le pôle masculin de l'âme, la capacité d'affirmation, d'initiative, de logique, de discernement, de courage face au monde. Une femme en conflit avec son animus peut se sentir paralysée face à ses propres désirs, incapable de défendre ses propres positions ou au contraire possédée par des opinions rigides et des certitudes qui ne lui appartiennent pas vraiment. Travailler avec ces figures intérieures, apprendre à les reconnaître dans ses rêves et dans ses réactions émotionnelles, c'est un aspect fondamental du processus d'individuation. Car l'individuation, ce chemin vers le soi dont Jung a fait le cœur de sa psychologie, n'est pas un luxe réservé à quelques philosophes contemplatifs. C'est un besoin profond de la psyché humaine, un besoin de devenir, au fil du temps et des expériences, quelque chose de plus proche de ce que vous êtes réellement, au-delà des conditionnements, des peurs héritées et des rôles imposés. Pour mieux comprendre ce que signifie ce chemin dans la vie concrète, pensons à quelque chose que vous avez peut-être vécu. Imaginez un homme qui a toujours été le bon garçon de la famille, celui qui ne déçoit jamais, qui réussit ses études, qui choisit une carrière respectable, qui se marie au bon moment et qui dit rarement non. En apparence, tout va bien. Il est fonctionnel. Il est apprécié. Mais à 40 ans, il se réveille un matin avec une sensation étrange. Il ne sait pas qui il est en dehors de tout ce qu'il fait pour les autres. Il ne sait pas ce qui lui plaît vraiment. Il ne sait pas ce qu'il désire au fond de lui. Il a si bien joué la persona du fils parfait, de l'employé modèle, du mari attentionné, qu'il a perdu le fil qui le reliait à lui-même. Et l'inconscient, avec sa logique implacable, va trouver un moyen de se faire entendre. Peut-être par une dépression, peut-être par une passion soudaine et incompréhensible, peut-être par une crise d'identité qui déstabilise toute son existence apparemment ordonnée. Ce type d'expérience n'est pas un échec. Ce n'est pas une catastrophe, c'est une convocation. C'est le soi, ce centre profond de la personnalité totale, qui exige sa part, qui réclame que l'on s'occupe enfin de lui. Et si cet homme a le courage de ne pas fuir cette crise, de ne pas l'anesthésier avec l'alcool ou le travail compulsif, ou les distractions numériques infinies, mais de s'y engager avec honnêteté, il peut entreprendre l'un des voyages les plus féconds de son existence.
Il peut commencer à découvrir des facettes de lui-même qu'il n'avait jamais autorisées, une sensibilité artistique, un besoin de solitude créative, une capacité d'émerveillement, une aspiration spirituelle, une colère légitime qu'il n'avait jamais eu le droit d'exprimer. Jung croyait profondément dans la valeur thérapeutique des rêves pour accompagner ce processus. Les rêves, dans la psychologie analytique, ne sont pas simplement des résidus de la journée, ni des rébus absurdes produits par un cerveau en désordre. Ils sont des messages élaborés que l'inconscient adresse à la conscience. Ils parlent en images, en symboles, en métaphores, en mises en scène dramatiques. Ils mettent en scène des personnages qui sont souvent des aspects de votre propre psyché. Ils vous montrent ce que vous ne voulez pas voir pendant la journée. Ils essaient de vous informer, de vous avertir, de vous guider, de compenser les déséquilibres de votre vie consciente. Un homme qui rêve régulièrement qu'une figure féminine mystérieuse lui tend la main dans l'obscurité n'est pas en train de rêver d'une femme réelle. Il dialogue avec son anima. Une femme qui rêve d'un vieillard sage qui lui indique un chemin à travers une forêt sombre n'est pas en train de recevoir un message surnaturel. Elle entre en contact avec l'archétype du sage, cette figure intérieure qui représente la sagesse accumulée, la capacité de trouver un sens dans le chaos. Un enfant qui rêve d'un monstre qui le poursuit n'est pas simplement effrayé dans son sommeil. Il fait l'expérience des premières manifestations de l'ombre, de ces aspects de lui-même que son environnement lui a déjà appris à réprimer. Jung invitait ses patients à noter leurs rêves dès le réveil, à les observer avec attention, à les amplifier en cherchant des parallèles dans la mythologie et les contes de fées, à les prendre au sérieux comme on prendrait au sérieux une lettre importante dont on ne comprend pas encore tous les mots. Il ne s'agissait pas d'interpréter les rêves de façon mécanique, ni de les réduire à une signification unique et définitive. Il s'agissait d'entrer en dialogue avec eux, d'explorer leur langage symbolique comme on explorerait un territoire inconnu avec curiosité, patience et humilité. Et parlons maintenant d'un phénomène que Jung a été le premier à formaliser et qui continue de fasciner aussi bien les psychologues que les personnes ordinaires dans leur vie quotidienne, la synchronicité. Vous avez peut-être vécu ceci. Vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, et quelques heures plus tard, cette personne vous envoie un message. Vous êtes en train de traverser une période de questionnement intense autour d'une décision difficile, et vous tombez, apparemment par hasard, sur un livre dont le titre semble répondre exactement à votre question. Vous rêvez d'un symbole particulier, un oiseau, une couleur, un nombre, et le lendemain, ce même symbole apparaît de manière inattendue dans votre vie réelle. Jung appelait ces événements des synchronicités, des coïncidences significatives entre un état psychique intérieur et un événement extérieur qui ne peuvent être reliés par aucune relation de cause à effet. Il ne prétendait pas avoir une explication définitive à ce phénomène. Il ne tombait pas dans une interprétation magique ou superstiteuse. Ce qui l'intéressait, c'était le sens que ces coïncidences prenaient pour la personne qui les vivait. Parce que selon lui, l'inconscient ne communique pas seulement par les rêves et les symptômes. Il communique aussi parfois par la structure même des événements du monde extérieur. Comme si la frontière entre le dedans et le dehors était moins étanche qu'on ne le croit ordinairement. Cette conception ouvre une façon très différente de regarder ce qui vous arrive. Si quelque chose se répète dans votre vie, si certains thèmes reviennent encore et encore sous des formes différentes, peut-être que l'inconscient cherche à vous dire quelque chose que vous n'avez pas encore entendu. Non pas parce que l'univers vous enverrait des messages codés à déchiffrer, mais parce que vous portez en vous des dynamiques psychiques qui attirent certaines situations, qui créent certaines rencontres, qui reproduisent certains schémas, jusqu'à ce que vous les rendiez conscients. Et cette prise de conscience, cette capacité à rendre conscient ce qui était inconscient, est précisément le cœur du processus d'individuation.
Toute cette exploration n'a de sens véritable que si elle prend racine dans quelque chose de plus grand que votre histoire personnelle. C'est ici qu'intervient l'une des dimensions les plus profondes et les plus souvent mal comprises de la pensée jungienne, sa relation à la mythologie. Jung a passé une grande partie de sa vie à étudier les mythes, les contes de fées, les rites d'initiation des cultures du monde entier, les textes alchimiques, les traditions gnostiques, les textes sacrés de l'Orient et de l'Occident. Non pas parce qu'il croyait à leur vérité littérale, mais parce qu'il voyait en eux des cartes de la psyché humaine, des représentations symboliques des transformations intérieures que tout être humain traverse au cours de sa vie. Le mythe du héros, que l'on retrouve dans toutes les cultures sous des formes infiniment variées, est pour Jung bien plus qu'une histoire aventureuse, c'est la carte du voyage d'individuation. Le héros quitte le monde familier et confortable, entre dans l'obscurité, fait face à des forces qui le dépassent, traverse une épreuve qui semble insurmontable et revient transformé, portant quelque chose de nouveau pour sa communauté. Vous avez peut-être reconnu dans cette structure l'expérience de quelqu'un que vous connaissez, ou peut-être même la vôtre, parce que chacun de nous, à un moment ou à un autre, est appelé à traverser son propre labyrinthe intérieur, à affronter ses propres monstres, à trouver son propre fil d'Ariane. Et c'est peut-être là que le titre de cette vidéo prend son sens le plus profond et le plus sincère. Non pas dans une promesse religieuse ou une promesse de révélation divine au sens littéral, mais dans quelque chose que Jung lui-même a ressenti et exprimé à travers toute son œuvre. Il y a en chaque être humain quelque chose qui aspire à être complet, quelque chose qui reconnaît sa propre valeur et sa propre profondeur, même quand la surface de la vie semble contredire cela. Quelque chose qui, au fond, refuse de se contenter d'une existence de façade. Ce quelque chose, Jung l'appelait le soi. Et quand ce soi commence à s'agiter, quand il frappe à la porte de votre conscience par des rêves, par des crises, par des synchronicités, par un sentiment lancinant que votre vie pourrait être autre chose que ce qu'elle est, il est urgent d'écouter. Urgent, non pas au sens de la panique ou de l'angoisse, mais au sens de ce mot latin « urgere » qui signifie « pousser », presser avec une force douce mais insistante. L'inconscient ne hurle pas en général. Il murmure, il répète, il revient sous des formes différentes. Il attend que vous soyez prêt à l'entendre. Et parfois, un jour, dans des circonstances qu'on n'aurait pas nécessairement choisies, quelque chose s'ouvre, une brèche dans la surface bien lisse de votre vie quotidienne. Et dans cette brèche, si vous avez le courage de regarder plutôt que de la refermer immédiatement, vous pouvez apercevoir quelque chose d'une luminosité étrange et précieuse, la réalité de votre propre profondeur. Comment commencer ce voyage si vous n'avez aucune formation en psychologie, aucun thérapeute jungien à portée de main, aucune expérience de l'introspection sérieuse? Jung offre plusieurs portes d'entrée remarquablement accessibles. La première est le carnet de rêve. Gardez un carnet et un stylo à côté de votre lit. Dès que vous vous réveillez, avant de toucher votre téléphone, avant de vous lever, posez par écrit tout ce dont vous vous souvenez de vos rêves de la nuit. Pas pour les analyser immédiatement, pas pour en chercher une signification définitive, mais pour simplement les recueillir. Pour dire à votre inconscient « Je t'entends, je te prends au sérieux ». Au fil des semaines et des mois, des thèmes récurrents commenceront à émerger. Des images reviendront. Et cette récurrence est déjà en elle-même très instructive. La deuxième porte est ce que Jung appelait l'amplification, la pratique qui consiste, face à un rêve ou à un symbole intérieur qui vous touche, à explorer les résonances mythologiques et culturelles de ce symbole. Si vous avez rêvé d'un serpent, par exemple, vous pouvez vous demander ce que le serpent représente dans les différentes traditions de l'humanité. Dans certaines cultures, il est le symbole de la guérison et de la transformation, enroulé autour du caducée d'Hermès.
Dans d'autres, il est la figure de la tentation et de la chute. Dans la tradition alchimique, l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, représente le cycle éternel de la mort et de la renaissance. Explorer ces significations ne vous donnera pas la clé unique de votre rêve, mais il enrichira votre dialogue intérieur d'une façon qui peut être profondément révélatrice. La troisième porte est peut-être la plus dérangeante, mais aussi la plus transformatrice. L'observation honnête de vos projections. Commencez à noter avec une curiosité bienveillante plutôt qu'avec un jugement sévère ce qui vous irrite profondément chez les autres, ce qui vous fascine de manière presque irrationnelle, ce qui vous touche jusqu'aux larmes dans certains films, certains livres, certaines histoires. Ces réactions intenses, qu'elles soient de répulsion ou d'admiration, sont souvent les portes d'entrée les plus directes vers ce que vous n'avez pas encore intégré en vous-même. Elles vous montrent, avec une honnêteté brutale que le regard direct sur soi ne permet pas toujours, ce qui vit dans l'ombre de votre conscience. Et puis, il y a une quatrième porte, moins évidente mais tout aussi puissante, la question du sens. Jung distinguait clairement la guérison du symptôme et la transformation de la personne. Vous pouvez traiter une dépression avec des médicaments et faire disparaître les symptômes les plus pénibles. Mais si vous ne posez pas la question du sens, si vous ne vous demandez pas ce que cette dépression essaie de vous dire sur votre vie, sur vos valeurs, sur l'écart entre ce que vous êtes et ce que vous vivez, vous avez soigné la surface sans toucher aux profondeurs. Jung pensait que beaucoup de souffrances psychiques sont aussi des souffrances de sens, des expressions d'une âme qui n'a pas trouvé sa place dans une existence qui ne lui ressemble pas. Se demander ce qui a du sens pour vous, vraiment, au-delà des attentes sociales et des obligations accumulées, c'est une question infiniment plus exigeante que de savoir ce qui vous fait plaisir ou ce qui vous est profitable. C'est une question qui implique de se confronter à ce que vous refusez d'être et à ce que vous n'osez pas encore devenir. C'est une question qui vous oblige à sortir du confort de la persona pour aller chercher, dans les profondeurs de votre propre lac intérieur, quelque chose qui vous appartient vraiment. Jung a dit, dans l'une de ses formulations les plus célèbres, que la rencontre avec soi-même est l'une des choses les plus désagréables que l'on puisse éviter. Non pas parce que ce qu'on y trouve serait essentiellement laid ou effrayant, mais parce que ce chemin exige de renoncer à toutes les illusions confortables que l'on entretient sur soi-même. Il exige une honnêteté radicale, une humilité que l'ego supporte difficilement, une capacité à tenir ensemble des contradictions qui semblent insupportables, être à la fois fort et fragile, lumineux et sombre, généreux et égoïste, courageux et lâche. Être entier, plutôt que parfait. Et c'est là, dans cette capacité à tolérer la complexité de soi-même sans fuir et sans se condamner, que réside quelque chose de profondément libérateur. Parce que lorsque vous cessez d'investir toute votre énergie psychique à maintenir une image irréprochable, cette énergie libérée peut aller vers des choses que vous n'avez jamais pu vous permettre d'explorer, vers une créativité qui vous attendait depuis longtemps, vers des relations plus vraies, moins théâtrales, moins fondées sur les masques réciproques, vers une façon d'être présent à votre propre vie qui n'est plus celle d'un spectateur ou d'un acteur, mais celle d'un habitant authentique de votre propre existence. Il y a quelque chose que Jung avait compris avec une profondeur rare. La vie cherche à être vécue pleinement, non pas conformément à un idéal abstrait de perfection, mais dans toute sa complexité, sa beauté et sa douleur mêlée. Et refuser cette plénitude, se réfugier dans la sécurité d'une vie où tout est sous contrôle, où l'on ne prend jamais de risques intérieurs, où l'on ne s'approche jamais des zones d'ombre de sa propre âme, c'est une forme de mort lente, pas spectaculaire, pas dramatique, mais réelle. La mort de ce quelque chose qui cherchait, depuis votre naissance, à devenir ce qu'il est vraiment. Alors peut-être que ce titre, Dieu a dit,
Regarde ceci seul, tout de suite, avant qu'il ne soit trop tard, est une invitation à entendre cette voix qui vous parle depuis si longtemps et que vous avez peut-être appris à ignorer. Une voix qui ne vient pas de l'extérieur. Une voix qui monte des profondeurs de votre propre psyché. Une voix qui sait qui vous êtes sous toutes les couches de conditionnement social, sous toutes les personas successives que vous avez construites pour survivre. Une voix qui vous dit que vous avez encore le temps, que le chemin est ouvert, que la transformation est possible, mais qu'elle commence par un acte de courage intérieur que personne d'autre ne peut accomplir à votre place. Le courage de se regarder en face, sans fuite et sans complaisance, avec la même bienveillance que vous accorderiez à quelqu'un que vous aimez profondément. Jung a traversé lui-même une crise intérieure d'une intensité extraordinaire à l'âge de 40 ans, après sa rupture douloureuse avec Sigmund Freud. Pendant plusieurs années, il a vécu dans un état de bouleversement psychique profond, en dialogue constant avec des figures intérieures qui semblaient presque prendre vie dans ses visions. Il a consigné ses expériences dans un ouvrage personnel extraordinaire, le Livre rouge, qu'il n'a jamais publié de son vivant, dans lequel il explorait les profondeurs de son propre inconscient avec une honnêteté et une audace que peu d'hommes auraient eu le courage de soutenir. Et c'est de cette traversée personnelle, de cette crise qu'il aurait pu ne pas survivre psychiquement, qu'est née sa compréhension la plus profonde de l'âme humaine. Il ne s'est pas réfugié dans la théorie abstraite pour fuir ses propres profondeurs. Il est descendu, il a regardé, il a tenu bon, et il en est revenu transformé, portant une connaissance de la psyché humaine qui reste, un siècle plus tard, d'une pertinence et d'une profondeur saisissantes. C'est peut-être là le cadeau le plus précieux que l'œuvre de Jung nous offre. Non pas des réponses toutes faites, non pas des recettes de bonheur ou de succès, mais la démonstration vivante qu'il est possible de traverser les profondeurs de soi-même et d'en revenir plus complet, plus sage, plus authentiquement vivant. Cette vidéo touche à sa fin. Et peut-être ressentez-vous en ce moment quelque chose d'indéfinissable, une légère résonance, une question qui s'est mise à vibrer en vous. Un souvenir qui a refait surface, ou simplement une curiosité nouvelle pour ce territoire immense que vous portez en vous et que vous n'avez peut-être jamais vraiment osé explorer. Quelle que soit la forme que prend cette résonance, ne la laissez pas s'effacer aussitôt que vous fermerez cette fenêtre. Donnez-lui un espace. Écrivez un mot, posez une question à vous-même, rouvrez ce dialogue intérieur que le bruit du monde referme si vite. Si les idées de Carl Gustav Jung ont éveillé quelque chose en vous aujourd'hui, peut-être n'est-ce pas un hasard. Ce canal est un espace de réflexion pour celles et ceux qui souhaitent comprendre leur propre fonctionnement intérieur, explorer les symboles cachés dans leur vie quotidienne et marcher à leur propre rythme vers une existence plus consciente et plus authentique. Si vous avez trouvé cette exploration précieuse, laissez un like à cette vidéo. C'est un geste simple qui aide énormément à faire rayonner ces idées vers d'autres personnes qui en ont peut-être besoin aujourd'hui. Inscrivez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, vous le sentez, est peut-être en train de traverser l'un de ces carrefours intérieurs dont Jung nous a appris à reconnaître la valeur. Parce que la rencontre avec soi-même, aussi difficile qu'elle soit, est peut-être la rencontre la plus importante de toute une vie.